Alors si tu veux comprendre pourquoi aujourd'hui les gouvernements nationaux, comme par exemple la France, c'est ce qui nous intéresse le plus, sont pieds et poings liés, si tu veux comprendre pourquoi sur des sujets comme l'énergie, comme les finances publiques, comme les normes environnementales ou même la politique migratoire, ils n'ont quasiment plus de marge de manœuvre, eh bien écoute bien cette vidéo et partage-la s'il te plaît, parce que je vais y répondre de manière claire, de manière nette, de manière structurée, et on va rester dans le factuel et tu pourras les vérifier par toi-même. Pour mieux comprendre, on va commencer d'abord par la base qui est la base juridique. Donc en droit européen, il y a deux grands types d'actes qui sont contraignants. D'abord, tu as les directives d'un côté et ensuite, tu as les règlements de l'autre. Donc d'abord, les directives, elles laissent une petite marge d'interprétation. Les États doivent les transposer dans leur droit national. Et ensuite, les règlements, eux, c'est pas pareil parce qu'ils s'appliquent automatiquement et immédiatement dans tous les États membres. Aucun vote national n'est requis. Et c'est là que ça devient décisif. Un règlement européen prime sur une loi française. C'est inscrit noir sur blanc dans l'article 288 du TFUE, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmé par la jurisprudence de la CJUE, mais aussi par le Conseil d'État de la Cour de cassation en France. Donc CJUE, c'est la Cour de justice de l'Union européenne. Donc quand la Commission européenne adopte un règlement, tu peux avoir tous les députés nationaux du monde, tout ce que tu veux contre, le texte s'applique, point barre. Et donc ici, je vais te donner quelques exemples concrets, donc de règlements vraiment concrets qui ont réduit à néant le pouvoir décisionnel national sur des domaines qui sont quand même pas des petits domaines parce que ce sont des domaines stratégiques. Premier exemple, donc le règlement 2018-1999 sur la gouvernance de l'Union de l'énergie. Qu'est-ce qu'il dit ce règlement? Eh bien, il impose à chaque État un plan national énergie-climat, donc le PNEC, que la Commission européenne examine, corrige et valide. Donc tu veux relancer le nucléaire, tu veux réduire les éoliennes, eh bien ça passe par Bruxelles et pas par Paris. Même un projet local est désormais soumis à des critères européens. Le débat national sur la souveraineté énergétique, il est complètement vidé de sa substance. C'est aussi simple que ça à cause de ce règlement. Un autre exemple, le règlement 2021-1060 sur les fonds européens. Donc c'est un texte qui va conditionner l'accès aux fonds européens au respect des objectifs climatiques et numériques de l'Union européenne. Tu veux investir dans des infrastructures industrielles locales, mais problème, elles ne correspondent pas tout à fait aux lignes directrices vertes de la Commission, eh bien, tu n'auras pas d'argent. Résultat, eh bien, des priorités locales dépendent des décisions prises par qui? Par des technocrates à Bruxelles qui ne sont élus par personne. Un autre exemple tout récent, le règlement DSA, le fameux Digital Service Act 2022-2065. Il impose aux plateformes numériques, donc réseaux sociaux, forums, etc., un cadre de modération, de surveillance et de contenu basé à Bruxelles. Ce règlement donc permet à la Commission européenne d'imposer des amendes, voire de suspendre des services en cas de désinformation. Donc tu veux défendre la liberté d'expression dans ton pays? Tant pis, c'est Bruxelles qui décide ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Un autre exemple, le règlement Dublin III sur les demandes d'asile. Il impose la répartition des demandes d'asile et désigne le pays responsable. La France n'a plus la liberté totale de gérer ses flux migratoires. Elle doit respecter un système commun qui fonctionne très mal, mais qui lui est imposé. Donc voilà. Encore un exemple, allez pour la route, le règlement 2020-852 sur la taxonomie verte. Ouais, ça existe. Il décide ce qui est considéré comme un investissement durable ou pas. Et comme ces définitions influencent ensuite les banques, eh bien les marchés financiers, les subventions, les choix d'investissement public sont cadrés par Bruxelles. Voilà, tout simplement. Même la fiscalité n'est plus entièrement nationale. Si tu penses encore que l'impôt, c'est un levier souverain, que les États font ce qu'ils veulent, pas vraiment. Il suffit juste d'aller faire des recherches. Donc je te donne deux pistes, la directive ATAD sur l'évasion fiscale ou les textes sur la TVA. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est surtout l'objectif 2024-2025 de la Commission européenne, qui est l'harmonisation fiscale complète. Un taux minimum d'imposition des entreprises, des règles communes sur les bases fiscales et bientôt le fameux projet BEFIT, donc une fiscalité unifiée pour les multinationales opérant dans l'Union européenne. Autrement dit, tu ne pourras plus baisser les impôts pour relancer ton industrie. Bruxelles dira non. Et ça deviendra un délit de concurrence fiscale déloyale. Ça va jusque-là. Je suis sûr que tu n'étais pas au courant de tout ça. Partage s'il te plaît cette vidéo et reste jusqu'au bout. C'est pas fini. Le droit européen est supérieur au droit national, même à la Constitution. Parce que si tu crois que la Constitution protège encore le choix des peuples, c'est faux. Regarde ce qu'a dit le Conseil constitutionnel depuis 2004. La décision 2004-505. Les règlements européens s'imposent au droit français, y compris au-dessus de la loi. Va vérifier si tu ne me crois pas.
Et que dit le Conseil d'État dans l'affaire Arcelor en 2007? Qu'un règlement européen s'applique même s'il contredit une règle constitutionnelle, sauf s'il enfreint un principe fondamental de la République. Un truc super flou auquel personne ne comprend rien, et même si la justice est saisie, définir ce qu'est un principe fondamental de la République, va savoir. Donc autant dire que c'est Bruxelles qui mène toujours la danse. Voilà. C'est pas une théorie tout ça, c'est observable dans les débats à l'Assemblée nationale. Tu veux une preuve visuelle? Regarde l'hémicycle de l'Assemblée nationale quand on débat d'un plan énergie-climat. Il y a cette semaine-là, c'était vide. Pourquoi? Eh bien parce que les députés savent que les dés sont pipés, le cadre vient de Bruxelles, le reste ce n'est que du théâtre. Donc ils sont payés, ils sont élus, mais incapables de modifier le fond des textes. Voilà. Résultat, on peut dire que les vraies décisions sont prises ailleurs. Et on constate aussi que les fameuses normes écologiques qui sont imposées à nos agriculteurs viennent pas toujours de Paris. Les décisions fiscales budgétaires sont prises en lien avec la Commission européenne. Même les limites d'endettement sont dictées depuis Bruxelles. Les fameuses règles du pacte de stabilité. Je te dis encore une fois, je te mettrai des sources si tu veux en fin de vidéo, tu vas voir, tu vas halluciner, tu pourras les regarder par toi-même. Aujourd'hui, si un État membre veut s'en écarter de tout ça, il faut une dérogation, une procédure exceptionnelle, des mois de négociation, et à la fin, c'est qui décide? Eh bien, c'est la commission de Madame von der Leyen avec ses commissaires, qui n'est élue par personne. Donc les amis, on peut dire qu'on est sur une souveraineté de façade. Les gouvernements nationaux passent leur temps à faire semblant. Ils débattent, ils s'opposent, ils font mine de s'opposer, ils communiquent, ils font des déclarations, des discours. Mais la réalité, c'est que les grandes lignes sont déjà fixées. Et je vous ai fait une vidéo tout à l'heure sur l'histoire des colis chinois et d'Amélie de Montchalin. Je vous ai démontré par A plus B que tout ça, c'est fantoche. C'est pas elle qui décidera, ça sera Bruxelles. Tout est comme ça, tout est verrouillé par l'équipe de Madame von der Leyen et von der Leyen elle-même. Et quand un ministre ose dire c'est la faute à Bruxelles, eh bien on l'accuse de démagogie. Mais c'est pourtant exactement ce qui se passe. Alors pourquoi les peuples n'ont pas leur mot à dire quand on n'arrête pas de nous bassiner avec la démocratie? Eh bien parce que tout simplement le système est verrouillé. Si on veut que les règles changent, il faut l'unanimité des 27 États membres pour modifier les traités. Une seule opposition et tout est bloqué. Non mais c'est une blague. Et si on parle de référendum pour sortir de tout ça, eh bien, il faut se préparer à une pression médiatique, politique, économique colossale. On commence à te faire peur. On te dit, mais on va être foutu encore plus ensemble on est plus fort. Et tu te rends pas compte. La réalité, les amis, c'est que les États membres de l'Union européenne n'ont plus de souveraineté. Tous ceux qui vous parlent de souveraineté, patriote, je sais pas quoi, et qui veulent rester dans cette Union européenne, c'est du flan. Et tous ceux qui prennent l'excuse, oui, on est mieux à l'intérieur pour pouvoir changer les choses, ils n'ont rien changé depuis qu'ils y sont. Et ça fait des années qu'ils y sont. Aujourd'hui, tout ce petit monde-là gère de l'intendance, pas les grands choix stratégiques. Les grands choix stratégiques, c'est Madame von der Leyen et son équipe de commissaires. C'est ça la réalité de l'Union européenne aujourd'hui, et ça, aucun député européen ou ministre ne peut le contester. Et encore une fois, si je dis des bêtises, qu'on vienne m'apporter la contradiction en me donnant des exemples concrets, s'il vous plaît. Quand est-ce que notre gouvernement a pris une décision qui a été contestée par Bruxelles et qu'on a réussi quand même à maintenir? Dites-le moi s'il vous plaît en commentaire. Merci de m'avoir suivi, partagez cette vidéo s'il vous plaît et à bientôt.